Ngom. À la une, Djiby Ndaw, le propriétaire de l'arme à feu dont s'est servi un laveur de voiture pour tuer son camarade accidentellement. Il risque gros. La raison, il n'avait pas d'autorisation de port d'armes. L'homme âgé de 36 ans a passé sa première nuit en garde à vue au commissariat de Wakhinane Nimzatt. Lui et le meurtrier présumé pourraient être déférés ce jeudi. Polémique sur l'achat d'un nouvel avion présidentiel. Le député de Bokk Gis ne veut rien lâcher. Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké va dès lundi déposer une question écrite au ministère des Forces armées. Vous l'entendrez dans ce midi. La pêche illicite au Sénégal, elle fait perdre à l'État 150 milliards de francs CFA par an. Le gouvernement annonce de fortes mesures pour mettre un terme à cette pêche illicite qui, au-delà du manque à gagner, participe à piller nos ressources halieutiques. Les autorités veulent durcir les sanctions contre ceux qui s'adonnent à cette pratique. Fermeture des frontières terrestres entre le Sénégal et la Guinée-Conakry. Une dizaine de camions immobilisés à la frontière entre les deux pays depuis des mois. L'Union des routiers du Sénégal, section Tamba, dénonce. La députée Yaye Awa Diagne, elle, interpelle le chef de l'État sur la question. Macky Sall qui, dans le cadre de sa tournée économique, est attendu au Dakar de Médina Gounass. L'actualité internationale, Georges Diop, le sport, Cheikh Tidiane Diagne. Point de vue, émeute du mois de mars dernier, mémorandum contre mémorandum. Quelle suite donner aux manifestations? Débat en fin de journal. Barthélémy Ngom. Aliou Ba était la technique. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Djiby Ndaw, toujours en garde à vue au commissariat de police de Wakhinane Nimzatt, où il a passé sa première nuit. Il pourrait être déféré ce jeudi, de même que le meurtrier présumé, l'homme âgé de 36 ans, marié et père d'un enfant, et le propriétaire de l'arme à feu dont s'est servi un laveur de voiture pour tuer plutôt son camarade accidentellement. Mais le sieur Ndaw risque gros car il n'avait pas d'autorisation de port d'armes. Le récit d'Omar Mbow. Après avoir passé la nuit à la police de Wakhinane Nimzatt, le propriétaire de la voiture et le présumé meurtrier de Papa Diakhaby vont être déférés dans les prochaines heures. Djiby Ndaw détenait le pistolet dont s'est servi le laveur Alassane Sy de manière illégale. Il sera poursuivi pour détention illégale d'armes et mise en danger de la vie d'autrui, et le tueur, lui, pour homicide volontaire. L'agent de la poste a acheté l'arme à 125 000 francs CFA à un Sénégalais vivant en France, communément appelé France Nabé, selon nos sources. L'homme marié et père d'un enfant de 2 ans va être poursuivi pour port d'armes non autorisé. Le vendeur d'armes sera lui aussi entendu. Les raisons de la détention, c'est pour se protéger parce qu'il voyage trop, dit-il. Pour rappel, mardi dernier, Alassane Sy, laveur de voiture, s'est servi de l'arme de son client pour tuer à bout portant son ami menuisier Papa Diakhaby. RFM Wakhinane Nimzatt, Omar Mbow. Le criminologue Benoît Sambou regrette cet incident survenu à Guédiawaye. Il souligne que la gestion des armes à feu requiert une grande rigueur. Selon lui, l'arme et les munitions doivent être toujours séparées. Benoît Tine au téléphone avec Aladji Ndiogoudiène. C'est un incident assez déplorable. Toute la perte d'une vie humaine est toujours tragique. Et encore une fois, sensibiliser les uns et les autres, même avec un permis de port ou de détention d'armes, faire très attention, les armes, ça reste dangereux, et ne pas mettre la vie d'autrui en danger, eux aussi un devoir de citoyen. Une fois que l'autorisation de port ou de détention est obtenue, il y a des précautions à prendre. C'est-à-dire pouvoir avoir un local où stocker cette arme-là. Il y en a qui achètent des coffres forts, il y en a qui le mettent vraiment bien en sécurité, et prendre le soin également de ne jamais mettre les munitions avec l'arme à feu en tant que telle. Donc ça doit être assez séparé et bien sûr contrôler visuellement et physiquement l'absence de munitions, régulièrement ouvrir la culasse, voire basculer le barillet quand il s'agit d'un pistolet pour être sûr et certain que même entre les mains de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne, l'arme ne pose aucun problème. Je ne sais pas dans quelles conditions l'enquête le déterminera, dans quelles conditions l'arme s'est retrouvée dans le véhicule de la personne en tant que telle, mais encore une fois, même dans le véhicule, admettons qu'on est en train de transporter, on est en train de faire une mission, mais à ce moment-là, fermer la boîte à gants, fermer à clé, ne jamais laisser donc l'arme accessible aux uns et aux autres. C'était donc le criminologue Benoît Tine sur cet incident survenu à Guédiawaye. Vous vous en souvenez peut-être, le bébé de 10 mois décédé dans une crèche ici même à Dakar, 6 mois après ce drame. Eh bien, les parents réclament toujours justice.
Le père du bébé décédé, qui déplore en tout cas le manque de mesures conservatoires à l'endroit de la cigogne bleue et de ses responsables, appelle à une marche silencieuse samedi prochain. Il demande à ce qu'on revoie la réglementation des structures qui accueillent des tout-petits. Magor Dia a tenu un point de presse tout à l'heure ce matin au siège de Frappe France Dégage. Nous y reviendrons avec Anna Rocha, midi 6. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. La polémique sur l'achat d'un nouvel avion présidentiel qui continue. Le député de Boko Gis, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, va déposer dès lundi une question écrite au ministère des Forces armées. Il exige des explications sur le prix réel de cet Airbus A320 Neo et les conditions de son acquisition. Cette décision a été prise après concertation avec les députés de l'opposition. Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, que je vous propose d'écouter. Nous nous sommes réunis effectivement et nous avons discuté de la question, nous les députés de l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes en travaux de commission et demain en plénière. Comme le permet le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, lundi, je vais déposer sur la table du président de l'Assemblée nationale une question écrite destinée au ministre des Forces armées pour demander des explications sur le prix de l'avion présidentiel. Et si rien n'est fait, nous allons demander la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire parce que nous estimons qu'au vu de la situation actuelle du pays, il n'est pas normal de prendre des milliards pour l'achat d'un avion présidentiel dans l'intérêt personnel du président Macky Sall. Et au même moment, il interdit l'achat de véhicules et s'achète un avion. Je vais demander au ministre des Forces armées de nous édifier sur cette affaire parce que son budget a été voté sans débat au nom du secret défense. Il nous doit des explications. Quel est le coût de cet avion et quand est-ce qu'il a été acheté ainsi que le mode de paiement. L'Assemblée nationale a le devoir d'être édifiée et d'être informée sur cette affaire. Parce que quand même, on ne peut pas emprunter des milliards uniquement pour acheter un avion pour le président de la République et pour sa famille. C'est pas normal. Le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, propos recueillis puis traduit par El Hadji Ndiogou Diène. Le mémorandum du M2D, vu par un membre du directoire de l'Alliance pour la République, Ibrahima Ndiaye, PCA d'AIBD Assistance Service, parle de documents vides. Il fait d'ailleurs porter la responsabilité des émeutes de mars dernier au leader de PASTEF qui, selon lui, avait appelé à l'insurrection. Ibrahima Ndiaye était l'invité d'RFM Matin ce jeudi. En parcourant ce document, je me suis dit que ce document n'est bon que pour la poubelle. Parce que sur un document de 55 pages, à partir de la 25e page, on a mis des annexes. De la page numéro 1 jusqu'à la page numéro 12, si vous regardez bien, ce sont des considérations liées aux manifestations. Donc le document, c'est juste un document de 9 pages. Et sur ces 9 pages, il faut enlever l'ensemble des personnes qui ont été citées. Donc c'est un document vide, qui n'a pas de sens. Et maintenant, cette responsabilité qu'ils veulent faire porter au gouvernement n'en est pas. Parce qu'en réalité, ils sont entièrement responsables de ces morts, de cette situation, parce qu'ils ont appelé le peuple à l'insurrection. Je pense que le Sénégal, on est compréhensif, mais quand même ce qu'ils ont fait est extrêmement grave en matière de comportement. On ne peut pas être un opposant, on veut aspirer à diriger un pays demain et qu'on puisse appeler le peuple à une réinsurrection. Je pense que ça, c'est pas acceptable. Et ce document-là n'a pas de sens parce que déjà, moi je dis bien, ils auraient dû argumenter. Ils ont pris le temps d'écrire. Ils devaient faire un document volumineux peut-être de 100 pages avec des notes de référence de bas de page. Mais quand on nous met des annexes, c'est-à-dire à la page 25 jusqu'à la page 50, vous avez des annexes. Et ils font la pagination de ce document-là, les annexes en font partie. Alors que les annexes, c'est pas leur travail, c'est des références qu'ils prennent à partir donc de sites ou bien de personnes qui ont eu quand même à faire des efforts sur le plan intellectuel, sur le plan académique à écrire. D'abord, la première difficulté, c'est lorsque l'opposant a été convoqué, il a refusé d'abord dans un premier temps de répondre. Deuxièmement, il a appelé le peuple à sortir pour manifester. Donc tout ça, ça complique les choses. Maintenant, je pense que cette commission-là, normalement, va faire son travail nécessaire. Maintenant, la justice a son agenda et, Inch'Allah, le moment venu, je pense que les gens tireront toutes les conséquences de cette situation. Ibrahima Ndiaye, membre du directoire de l'Alliance pour la République, PCA d'AIBD Assistance Service. Une guerre de mémorandum en tout cas est notée entre le pouvoir et le M2D, le mouvement pour la défense de la démocratie. Chacun tire la couverture de son côté et impute la responsabilité à l'autre. Mais ce n'est pas cela qui intéresse les citoyens dans cette affaire. Les Sénégalais veulent plutôt que la justice fasse la lumière sur ces émeutes. Binta Diallo. Les accusations suite aux émeutes meurtrières de mars dernier continuent de gonfler comme une tumeur maligne qui va finir par la métastase. Près de 13 personnes sont mortes et c'est comme si et l'opposition et le pouvoir sont en train de salir la mémoire de nos disparus. Entre mémorandum et contre-mémorandum,
Entre accusation et contre-accusation, entre polémique stérile et contre-polémique stérile, le tout face à un silence à la limite assourdissant du procureur de la République. Le maître des poursuites qui, depuis que cette violence inouïe jamais vécue par le Sénégal, n'a jamais daigné réagir. Serigne Bassirou Gueye n'a pas jugé nécessaire de s'adresser aux Sénégalais pour non seulement les rassurer, mais leur promettre que les responsabilités seront situées et que justice sera faite à hauteur des responsabilités et de quelque bord que cela se situe. Et pour d'autres questions hautement politiques, Serigne Bassirou Gueye avait bien alerté l'opinion sur ces décisions. Il est vrai que son patron, le ministre de la Justice, l'a dit et a même annoncé une commission d'enquête indépendante, mais cette commission de Sidiki Kaba est toujours à l'état d'annonce. Et puisque la nature a horreur du vide, les politiciens l'occupent et s'érigent en justiciers, se chargeant mutuellement, se renvoyant les responsabilités de ce qui est arrivé en mars dernier. Et quand c'est un mouvement de politique et de la société civile qui mène sa propre enquête, recueille des informations, fait des appels à témoins pour en arriver à la conclusion que les responsabilités incombent à l'autre partie, c'est parce que quelque part, le procureur de la République n'a pas fait ce qu'il devait faire dans cette affaire si dramatique que même la Cour pénale internationale est en train d'étudier, selon sa procureure Fatou Bensouda, face à la presse récemment à Dakar. Les atrocités, les assassinats sont légion au Sénégal, au point que la tendance, c'est la banalisation de ces monstruosités. Le président de la République, garant de la sécurité de ses compatriotes, est souvent contraint par la clameur publique à réagir sur ces situations. N'est-ce pas qu'il a fallu que les réseaux sociaux décrètent un deuil national qu'il est jugé nécessaire de leur couper l'herbe sous les pieds? Pour lui, en tout cas, ce qui est arrivé au mois de mars est juste un appel de détresse des jeunes en quête d'emploi, pas plus. Son ministre de l'Intérieur l'a précédé en parlant d'infiltration terroriste que de déclarations malheureuses qui renseignent de la suite à donner à cette tragédie. Ce dossier, comme celui des martyrs qui sont tombés le 23 juin, comme celui des étudiants assassinés, comme celui des bébés morts calcinés à Matam, entre autres, finiront certainement, et comme toujours d'ailleurs, dans les tiroirs de l'oubli. Le commentaire de Binta Diallo. Le gouvernement déterminé à lutter contre la pêche illicite à travers des mesures fortes, eh bien c'est parce que notre pays perd jusqu'à 150 milliards de francs CFA par an à cause de la pêche illicite. Les autorités ont donc décidé de durcir les sanctions contre ceux qui se livrent à cette pratique. Le secrétaire général du ministère de la Pêche l'a dit ce matin lors d'un atelier sur la gouvernance des pêches au Sénégal. Martar Diallo au micro de Mama Soukan. D'après donc, les études de la FAO, au moins nous perdons plus de 150 milliards par année du fait de la pêche INN. Et là, le gouvernement a compris toute l'importance de la question et a pris des mesures extrêmement draconiennes pour y lutter. À travers ces mesures, on peut citer notamment le renforcement en fait, du dispositif juridique dans les sanctions qui sont prévues en matière de pêche INN. Donc, si c'est un navire étranger, la sanction minimale c'est 500 millions, ça peut aller jusqu'à 1 milliard de francs CFA. Et en cas de récidive, on va aller jusqu'à la confiscation du navire. Donc, en dehors de cela, je crois que c'est l'une des premières fois, peut-être le commandant pourrait confirmer, que le chef de l'État a fait acquérir au Sénégal un avion dédié spécifiquement au secteur de la pêche pour la surveillance de notre ZEE. Il y a la refonte de 6 vedettes pour un coût global de près de 5,6 milliards qu'on est en train de mettre en œuvre. Il y a l'acquisition de plusieurs patrouilleurs au niveau de la marine. Il y a la ratification des mesures du ressort de l'État du port qui engage la responsabilité de l'État du pavillon et de l'État sénégalais. Donc des mesures fortement coercitives sont en train d'être mises en œuvre pour lutter fondamentalement contre la pêche INN. Martar Diallo, le secrétaire général du ministère de la Pêche. La fermeture des frontières entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, un manque à gagner pour les camionneurs. Une dizaine de camions gros porteurs sont bloqués à la frontière entre les deux pays depuis des mois.
L'Union des routiers du Sénégal, section Tambacounda, se désole de la situation et interpelle les autorités des deux pays, tout comme la députée Yaye Awa Diagne, qui demande au président Macky Sall d'essayer de trouver une solution en rapport avec son homologue guinéen Alpha Condé. Le président Sall, qui justement est attendu au Dakar de Medina Gounass dans le cadre de sa tournée économique prévue le week-end prochain. Moussa Oumar Gueye. Yaye Awa Diagne, députée à l'Assemblée nationale et présidente de la SAFRA, Semaine de l'amitié et de la fraternité regroupant la Gambie, la Guinée, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, interpelle au plus haut niveau le président de la République Macky Sall pour la réouverture des frontières de la Guinée pour une meilleure relance des activités économiques. Situation surrégionale qui œuvre d'abord pour l'intégration des peuples, parce que nous disons que l'intégration des peuples ne peut se faire que par les peuples. Donc nous avons plus de milliers de jeunes, de femmes, de personnes âgées qui viennent, qui traversent les différentes frontières. Ils viennent avec leurs marchandises. Donc nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une libre circulation des personnes effectivement avec leurs marchandises, parce que quand une personne se déplace avec ses marchandises. Donc nous avons sollicité auprès de l'association des gouverneurs au niveau de cette SAFRA pour pouvoir faciliter la libre circulation des personnes, mais aussi des biens. Parce que cette situation, quand même, ne bénéficie pas ni au Sénégal ni à la Guinée. Parce que la Guinée est implantée au Sénégal, le Sénégal aussi est implanté en Guinée. Si le Sénégal est inquiété, la Guinée ne sera pas en paix. Si la Guinée aussi est inquiétée, le Sénégal aussi ne sera pas en paix. Des mois durant, des conducteurs de gros porteurs ont vécu des moments difficiles avec le blocus, ce qui du reste assène un violent coup sur la libre circulation des personnes et des biens. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Oumar Gueye, nous revenons ici à Dakar pour évoquer cette marche des étudiants du Centre universitaire de recherche et d'innovation. Ils ont assiégé le rectorat ce matin pour revendiquer de meilleures conditions d'études. Ils ont voulu d'ailleurs rencontrer le recteur, mais en vain. Ces étudiants ces étudiants exigent aussi la reconnaissance de leur centre au niveau de la plateforme de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nafissa Toussila. C'est le cri du cœur des étudiants réorientés au CURI, le centre universitaire de recherche et d'innovation. Ils ont marché de l'UCAD 2 au rectorat pour dénoncer leur situation et leurs conditions d'études. Et pour cela, ils exigent de parler directement au recteur Ahmadou Alimbaye. Impossible selon la sécurité. Un bras de fer s'impose avec quelques éléments de la brigade mobile de l'UCAD. Après quelques minutes, le rectorat tente une petite médiation. 30 minutes après d'âpres négociations restées vaines, les étudiants décident d'assiéger le rectorat. Ils tentent de forcer le barrage. Souley Ndiaye, président des étudiants du CURI. On nous impose de faire une formation numérique, informatique sans ordinateur, ça c'est catastrophique. On est là depuis le 25 mars de faire va-et-vient entre le rectorat et l'UCAD 2, mais sans pour autant avoir de solution. Pourtant, les étudiants ont maintes fois tenté de rencontrer le recteur. On a écrit mal de lettres. On a écrit une lettre adressée au niveau du recteur, on a écrit une lettre adressée au DAP. Mais jusqu'à présent, on ne nous a même pas donné des moyens. Mais chaque jour, on nous menace. On a marre de ces menaces-là. Le jeudi passé, le recteur nous a cité dans son bureau. Au cœur des doléances, des mesures d'accompagnement, à savoir de bonnes conditions d'études et la reconnaissance du centre universitaire de recherche et d'innovation dans la plateforme de l'UCAD. Nafissa Toussila, la marche des étudiants du Centre universitaire de recherche et d'innovation Nafi. Merci. Midi 19 minutes, vous suivez le journal sur la radio Futur Média. Je vous en remercie. La suite après ceci. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Barthélémy Ngom. Covid-19, un décès hier, 4 patients sont en réanimation. 67 nouvelles contaminations ont été enregistrées hier sur les 1767 tests réalisés, 31 cas contacts et 36 cas issus de la transmission communautaire. 49 malades ont été déclarés guéris. Hausse sur le prix de certains produits vendus à la pharmacie.
Le syndicat national des pharmaciens privés du Sénégal dénonce et condamne, selon son chargé de communication. C'est une décision de la douane qui exclut ces produits de la catégorie des médicaments, une mesure que les pharmaciens ne comptent pas laisser passer, d'après le docteur Talla Diop au téléphone avec Awambaye. Il s'est trouvé qu'en début de semaine, nous avons constaté une hausse vertigineuse de certains nombres de produits de la pharmacie. Et aujourd'hui, on compte plus de 200 produits qui ont subi des hausses vraiment importantes, liées un petit peu à une taxe, c'est-à-dire une TVA que la douane applique sur ces produits-là, qui sont supposés être des médicaments, et que la loi sénégalaise n'autorise pas de mettre une TVA sur les médicaments. Donc c'est une grosse surprise que nous tenions un petit peu à dénoncer vivement, parce que nous avons également un rôle de santé publique. Et quelque part, nous, officinaux, nous avons aussi ce devoir d'alerter la population, de faire savoir que nous ne sommes ni demandeurs, encore moins instigateurs de cette hausse. Et nous tenons à le dénoncer de la manière la plus vigoureuse qui soit. Cette dénonciation, nous tenions à le faire, notamment de manière... Et nous n'accepterons pas parce que nous n'allons pas laisser passer. Nous avons pris des mesures par rapport à ça, mais nous tenons à ce que l'autorité soit véritablement avertie et que cette situation puisse être corrigée le plus rapidement. Le docteur Talla Diop, chargé de communication du syndicat national des pharmaciens privés du Sénégal. Et puis notez que le bureau des relations publiques de la direction des douanes promet d'apporter une réponse à cette question soulevée par le syndicat des pharmaciens privés. Une réunion se tient à l'instant même et au sortir de la rencontre, une mise au point est donc attendu. Il est midi passé de 21 minutes. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Deti Diop. Merci Barthélémy Ngom. Au Mali d'abord, le président et le premier ministre de transition sont libres. Ndao et Mokhtar Ouane ont été libérés cette nuit. Les membres de leur famille ont confirmé leur libération. L'ex-président et l'ex-chef du gouvernement sont rentrés chez eux à Bamako. Leur libération était une exigence de la communauté internationale face à ce qui s'apparente à un deuxième coup d'État en 9 mois. Bandao et Mokhtar Ouane avaient été arrêtés lundi par les militaires responsables du coup d'État du mois d'août dernier. Et puis ce mini-remaniement ministériel intervenu hier en Mauritanie. Remaniement marqué par le limogeage du ministre de la Santé et de celui de l'enseignement supérieur. De nouveaux ministres font leur entrée dans le gouvernement. Plus de détails avec Mohamed Diop en Nouakchott. Certains ministres changent de portefeuille, d'autres entrent pour la première fois, d'autres encore font leur adieu. Parmi ceux qui sortent, le ministre de la Santé et le porte-parole du gouvernement. Ces deux retiennent vraiment les attentions. Pour le ministre de la Santé, Mohamed Nedou Mohamed, il a été beaucoup critiqué par les médias locaux. Il lui reproche d'avoir annoncé la détection des variants britanniques, indiens et sud-africains du Covid-19 sans renforcer les mesures de restriction. Avant cela, l'homme a attiré longtemps la colère des pharmaciens avec sa réforme exigeant un contrôle strict de l'origine et des prix des médicaments. Des pharmacies ont été même fermées. Quant au porte-parole du gouvernement, Sidi Ould Salem, par ailleurs ministre de l'enseignement supérieur, il perd son poste après sa sortie sur RFI, affirmant n'avoir constaté aucun agissement contraire à la loi de la part de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz quand il était au pouvoir. Alors que l'ex-président est aujourd'hui placé en résidence surveillée dans le cadre d'une enquête pour malgouvernance et détournement des biens publics. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. Et puis France-Rwanda, Emmanuel Macron, Georges en visite à Kigali. Dans un discours au mémorial du génocide ce matin, le président français a évoqué la responsabilité de la France dans le génocide qui a fait plus de 800 000 morts au Rwanda entre avril et juillet 1994. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner. Nous faire le don alors de nous pardonner. Dit Bouka, dit Bouka, dit Bouka. Alors, en me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. En s'engageant dès 1990 dans un conflit dans lequel elle n'avait aucune antériorité, la France n'a pas su entendre la voix de ceux qui l'avaient mise en garde. Ou bien a-t-elle surestimé sa force en pensant pouvoir arrêter ce qui était déjà à l'œuvre? La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Le sang qui a coulé n'a pas déshonoré ses armes ni les mains de ses soldats
qui ont eux aussi vu de leurs yeux l'innommable, pensé des blessures et étouffé leurs larmes. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Le président français Emmanuel Macron qui est attendu demain vendredi en Afrique du Sud pour une courte visite axée sur la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la crise économique qu'elle provoque. La République démocratique du Congo, pour terminer, des dizaines de milliers de personnes commencent à quitter Goma, cela après que le gouverneur militaire de la province a ordonné l'évacuation d'une partie de la ville du fait des risques liés à l'éruption du volcan Nyiragongo de samedi dernier. Merci beaucoup Georges Détidiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, émeute du mois de mars dernier, mémorandum contre mémorandum, quelle suite donner aux manifestations? Débat tout à l'heure donc en fin de journal. Nous serons avec Babacar Dione, analyste politique, directeur de publication du journal Li Quotidien, et Mamadou Sy Albert, analyste politique. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Barthélémy. Bonjour à tous. Basketball Africa League, AS Douane joue sa survie dans le tournoi de Kigali. Et oui, un match à élimination directe pour l'AS Douane qui va croiser cet après-midi à partir de 15h30 TU les Tunisiens de l'Union sportive Le Monastir. Les Gablous qui auront fort à faire devant une redoutable formation tunisienne. Peu importe, dit Mamadou Gueye Pabi, il est l'entraîneur de l'AS Douane, des propos recueillis par l'envoyé spécial du groupe Futur Média à Kigali, Morba Signang. Depuis pratiquement un mois, nous sommes là. Nous sommes ici, nous sommes dans de très bonnes conditions de travail, il n'y a aucune excuse. Maintenant, nous avons rencontré l'équipe de Monastir, l'une des meilleures équipes de ce tournoi, peut-être même la meilleure ici en Afrique. Je pense que ce ne sera pas une chose très très facile, mais nous allons nous battre avec les moyens pour pouvoir vraiment être digne de représenter le Sénégal. Parce qu'au moment où je vous parle, il ne faut pas oublier que nous faisons partie des 8 meilleures équipes en Afrique. 8 meilleures équipes en Afrique, là, il faut le faire. Parce que je ne juge pas mes joueurs en fonction des victoires et des défaites. Je les juge en fonction des objectifs qui nous ont été assignés. Et l'objectif est atteint. Ce n'est pas certes une fin en soi, mais on va essayer encore d'aller plus loin pour pouvoir rendre le peuple du Sénégal très très fier. Et mon équipe, franchement, vient de vivre une expérience inégalable sur le plan de la cohésion affective et du jeu. Et cela va certainement renforcer notre motivation et nous pousser au sein de l'AS Douane. L'objectif du club est de devenir parmi les meilleurs dans quelques années. Et ce processus a été enclenché, il ne faut pas l'oublier, depuis très longtemps sur le plan national. Et cette balle vraiment vient de confirmer et consolider les acquis. Nous allons continuer sur cette lancée, bâtir une équipe et contribuer au développement des joueurs. Voilà, jour de vérité pour l'AS Douane qui va croiser à 15h30 TU US Monastir de la Tunisie, juste après 19h TU. Ferroviario de Mozambique va en découvrir avec Patriots du Rwanda, déjà qualifiés pour les demi-finales. Il s'agit des Zamalek d'Égypte et du Petro Athletic Luanda, une formation angolaise. Mise à jour, cher Tidiane Diagne, du calendrier de la Ligue 1. Oui, justement, avec une rencontre qui est prévue aujourd'hui pour le compte de la 13e journée. À partir de 17h au stade Amadou Barry, Niary Tally joue contre le Giraffe. Les Médinois sont 11e au classement, alors que Niary Tally est dernier au classement de la Ligue 1 sénégalaise. Zinedine Zidane n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Le club l'a officialisé ce matin. Cette décision a été prise à l'issue d'un entretien entre le technicien français Florentino Pérez, le président du club merengue. Zinedine Zidane avait déjà pris le soin d'annoncer la décision hier à ses jours. Donc il n'est plus l'entraîneur du Real Madrid, et le Real Madrid qui avait voulu avoir donc Pellegrini, mais finalement ce dernier sera l'entraîneur de la Juventus de Turin. Et nous parlons de la CAN de beach soccer. Un break est observé en attendant bien sûr les demi-finales prévues demain. Et nous en avons profité pour faire le bilan de la compétition au plan technique. Il y a encore des améliorations à apporter selon les techniciens interrogés par notre envoyé spécial Assali Youssouf Boyan. À la surprise générale, la Tanzanie ouvre le score dès le coup d'envoi. Le Sénégal va ensuite égaliser grâce à Mamadou Sylla, le défenseur du Giraffe, auteur d'un doublé. L'autre but du Sénégal est marqué par Babacar Fall. Les Lions... Voilà, Youssouf Boyan qui nous fait bien le bilan donc de cette journée, si toutefois
L'élément est en place. L'élément n'est pas en place. Voilà, le temps certainement donc de revenir là-dessus. Retenez que les affiches des demi-finales prévues demain sont établis comme suit. À partir de 16h15, l'Égypte va en découdre avec le Maroc. Et puis la seconde demi-finale va opposer le Sénégal à la Tanzanie. Le Sénégal donc qui va chercher à se qualifier à cette finale et remporter ce trophée pour la 5e fois. La finale donc qui est prévue pour samedi prochain. Si toutefois l'élément de Youssouf Bodian est en place, on le met. À défaut, on y reviendra dans nos toutes prochaines éditions. Et puis le stade municipal de Patar qui porte désormais le nom du défunt étudiant Fallou Sène, tué par balle à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. C'était le 15 mai 2019. Le maire de la localité qui procédait à l'inauguration de l'infrastructure a invité le ministre des Sports à davantage aider la jeunesse de Patar dans le département de Diourbel. Nous allons écouter Mbaye Samb, des propos recueillis par Babacar Diouf. Je vais vous dire pourquoi l'organisation de cette cérémonie est un peu peut-être sur la personnalité du parrain. Vous savez, de la même façon que nous avons Léopold Sédar Senghor, Demba Diop et Aline Sitoé Diatta, à partir de cette date, Fallou Sène est entré dans l'histoire de Patar. Il sera plus jamais oublié puisque ce stade porte désormais son nom. Fallou était jeune mais plein de sagesse. Le stade est aujourd'hui livré à la jeunesse, mais il faut le constater avec nous, il manque beaucoup de choses. Comme un terrain de basket, de handball, il n'y a pas de tribune. Bref, beaucoup de choses manquent dans ce stade. C'est pourquoi j'invite le ministre Matarba à encore une fois accompagner la jeunesse de Patar. Ministre Matarba, ministre des Sports, Et nous allons revenir sur cet élément de Youssouf Bodian qui nous fait le bilan technique donc de cette Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer qui se déroule chez nous depuis donc quelques jours. Donc c'est à Salé exactement. Là-dessus donc Youssouf Bodian qui nous parle donc. Malheureusement, de ce chef, bilan. le technicien nous fait signe, il n'y aura pas Youssouf Bodian. Voilà. Certainement dans nos prochaines éditions. Certainement. Merci à vous, Barthélémy. Merci, c'est la fin de ce journal des sports. Cher Tidiane Diagne, merci beaucoup. La presse du jour lue, commentée par Georges Détché-Diop. Les vérités du ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale sur l'achat du nouvel avion présidentiel. Amadou Hott parle dans l'Observateur. Le ministre qui souligne que la commande est antérieure à la crise du Covid-19 explique que le nouvel appareil permet de réaliser des économies de 25% à 50%, rompre le contrat avec le risque de paiement, de pénalités et de contentieux en sus de la facture élevée de carburant, des frais d'entretien liés à l'utilisation de l'ancien aéronef et du coût des alternatives commerciales lorsque ce dernier n'est pas disponible. Il ajoute qu'il s'agit d'un avion de commandement acquis par l'armée nationale sous le sceau du secret défense qui ne s'accommode pas avec la divulgation de certaines informations, surtout aussi que le contrat commercial revêt des clauses de confidentialité. Dans l'entretien à lire aux pages 4 et 5 de l'Observateur, Amadou Hott évoque aussi le sort de la Pointe Sarène, l'économie sous Covid, le plan de recrutement, le taux de croissance, le projet de banque de l'État, l'annulation de la dette, entre autres. Les émeutes de mars dernier, le M2D a rendu public hier son mémorandum après celui de l'État. Le mouvement pour la défense de la démocratie, qui parle de complot d'État qui a coûté la vie à 13 personnes, charge le régime en place, selon le quotidien, pour qui le M2D donne sa version. Le mouvement estime que Macky Sall s'est donné les moyens de réduire l'opposition à sa plus simple expression au point de devenir un tueur en série d'opposants politiques. Selon mon confrère, il dénonce la femme comme une arme politique dans un scénario mal ficelé, tout comme le forcing du placement sous mandat de dépôt et le piège du contrôle judiciaire. Dans le document de 55 pages, le M2D ne charge pas que le chef de l'État. Il pointe aussi un doigt accusateur sur les ministres des Forces armées, de l'Intérieur et de la Justice, ainsi que sur les forces de l'ordre, et compte attraire l'État du Sénégal devant les juridictions nationales, régionales et internationales. Ainsi, Sud Quotidien affirme que le M2D instruit à charge Vox Populi renchérit que le
M2D incrimine Macky et annonce des plaintes. Pendant ce temps, enquête s'intéresse à l'administration des 2 doses d'AstraZeneca. Le journal rapporte qu'ils sont nombreux les usagers à s'étonner du report de leur rendez-vous alors qu'ils étaient convoqués en ce mois de mai pour prendre leur 2e dose. Selon le ministère de la Santé, cela procède d'une erreur sur les convocations, mais le délai normal d'attente est de 3 mois et non 2. Santé toujours avec Le Soleil qui soutient que Kaffrine se soigne mieux. Et pour cause, le quotidien gouvernemental indique que de 2012 à nos jours, l'État a investi des milliards pour construire et équiper des infrastructures sanitaires dans la région. Macky Sall y est d'ailleurs attendu samedi pour l'inauguration d'un nouvel hôpital. Par ailleurs, Le Soleil nous apprend que l'hôpital régional de Tambacounda va bientôt étreiner une maternité et une pédiatrie. Le président et l'accès à l'électricité au Sénégal, l'AS informe qu'il envisage de connecter au réseau 2000 villages dans le cadre de la phase 2 du PUDC. Il a ordonné hier à ses hommes d'installer au plus vite 115 000 lampadaires dans les zones urbaines et périurbaines. Cette affaire d'importation de déchets à la une de Source A. Le journal fait état d'une vraie mafia. En effet, selon Source A, un bateau du géant allemand Hapag-Lloyd a été pris en flagrant délit au début du mois de mai en train de vouloir débarquer des déchets plastiques au port de Dakar. Un gros coup réussi par la douane sénégalaise qui a par la suite exigé de l'équipage le paiement d'une amende de 2 milliards de francs CFA. Et le journal dit avoir appris que la société incriminée a eu à payer la totalité de l'amende qui lui a été infligée une semaine après son arraisonnement. Et certaines sources confient aux confrères que ces déchets sont d'habitude destinés à des sociétés qui en profitent pour alimenter leur four. Un coup d'œil dans Libération. Arnaque en série à partir de Facebook. La division des investigations criminelles a mis fin à la razzia de Nafissatou Gueye. Selon mon confrère, elle ciblait des membres du groupe Iron Ladies pour leur proposer une tontine visant à préfinancer l'exécution de marchés publics fictifs. Et, notez-le bien, 30 victimes sont déjà identifiées pour un préjudice provisoire de 63 millions de francs CFA. À vos kiosques et bonne lecture.